Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le ministère de la Santé veut renforcer le dépistage face à la progression des maladies non transmissibles. Ibrahim Sy annonce un programme de dépistage du personnel de santé avant d'être étendu aux populations. Pendant ce temps, les organisations de la société civile s'opposent à toute réforme partisane de la Constitution. Ils plaident pour l'indépendance de la justice et la promotion des talents à travers des appels à candidature. À Tuaon, l'hôpital Seyd El Hadji Malick Sy lance officiellement ses travaux. L'infrastructure est désormais accessible au public d'un coût global estimé à 46 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique parle d'une réalisation qui va participer à améliorer la prise en charge des malades. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Réforme constitutionnelle des organisations de la société civile plaide pour le renforcement de l'indépendance de la justice et la protection des libertés des citoyens. Selon ses membres, c'est pour garantir l'équilibre entre les pouvoirs et le respect des droits des citoyens. Des propositions ont également été faites pour que les autorités privilégient les appels à candidature à la place des nominations. Elisabeth Grastine et Mafalfal pour ce compte rendu. La société civile ne veut pas entendre parler d'une réforme constitutionnelle partisane, mais estime qu'il est nécessaire d'apporter des réformes à la Constitution. Ces organisations de la société civile proposent 4 axes. Le problème de la justice est lié au manque d'équilibre entre les pouvoirs. L'exécutif a trop de pouvoir sur la justice. Autre point soulevé, le renforcement des libertés des citoyens. Pour ces organisations de la société civile, la Constitution doit davantage garantir et renforcer ce principe. La question des libertés est également importante. Ici, il est très facile de bafouer les libertés des citoyens. Mandat de dépôt à tout va, retour de parquet, détention préventive. Il faut savoir que la liberté est un principe et que sa privation doit rester une exception. Ces organisations de la société civile souhaitent également que la Constitution prévoie un appel à candidature après chaque élection afin de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Autre question importante, dès qu'une personne est élue, elle nomme à qui elle veut. Ce n'est pas juste. Les responsabilités doivent être confiées à des personnes capables d'apporter leur contribution et de servir au mieux les intérêts du pays. Pas de réforme partisane, mais des réformes nécessaires de la Constitution. C'est ce sur quoi insistent ces organisations de la société civile. Je le disais en titre, face à la progression des maladies non transmissibles, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut renforcer la prévention, mais également le dépistage. L'autorité veut, avec ses services, mutualiser les efforts pour lutter contre l'hypertension, le diabète et d'autres pathologies qualifiées de tueuses silencieuses. Le programme va débuter par le dépistage du personnel de santé avant d'être étendu aux autres ministères, puis aux collectivités territoriales et ensuite aux populations. C'est ce que nous disent Daoudeba et Moussa Dia dans ce compte rendu. L'enquête menée sur la progression des maladies non transmissibles a attiré l'attention des autorités sanitaires. Selon elles, ces maladies sont des tueuses silencieuses en raison de leurs conséquences sur la santé des populations. L'enquête STEPS a montré la prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles, qui a montré qu'au Sénégal, l'hypertension a trait de 28% et ça grimpe avec l'âge. De même que aussi, on a montré que le diabète est à 4,2%. Une activité physique à 86%. Autant ces maladies existent, autant ce sont des maladies silencieuses, donc qui évoluent à bas bruit. Donc toute l'importance de les diagnostiquer précocement.
Pour renforcer la prévention, les autorités sanitaires ont décidé de lancer une première phase de diagnostic auprès du personnel du ministère de la Santé. Cette étape permettra d'évaluer l'état de santé des agents et de mieux préparer la mise en œuvre du programme. C'est pour ça que le ministre de la Santé a initié ce qu'on appelle le bilan annuel ciblé, qui consiste à la fin de chaque année donc de voir comment faire un paquet de dépistage qui sera effectué de manière systématique à tous les agents. Et cette stratégie visera aussi bien le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi les autres départements ministériels. Mais la première phase va concerner le ministère de la Santé. Après cette phase pilote, la mesure sera progressivement élargie à d'autres secteurs avant d'être étendue aux collectivités territoriales. Donc le ministre de la Santé va mettre en œuvre cette stratégie-là qui permettra d'abord de tester le modèle, de mettre en œuvre, et une fois que le modèle testé et consolidé, ce modèle va intégrer les autres départements ministériels et tour à tour va intégrer les collectivités territoriales. Donc, une fois cela fait, donc, nous allons aussi poursuivre et aller s'attaquer au secteur informel. Et donc jusqu'à faire un maillage national. Donc c'est une mise en œuvre qui est phasée. Face au lourd bilan des maladies non transmissibles, les autorités sanitaires entendent renforcer les mesures de prévention et de dépistage. L'objectif est de détecter les risques à temps et de réduire durablement l'impact de ces maladies sur la santé publique. À Tivaouane, l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy ouvre officiellement ses portes. Le coût de l'infrastructure est estimé à 46 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique parle d'une réalisation qui va participer à améliorer la prise en charge des malades de la région ou dans la région de Thiès, Oulimata Fall et Samba Fall. À un peu plus de 2 semaines du Gamou, le centre hospitalier national El Hadji Malick Sy de Tivaouane a été officiellement mis en service. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, annonce l'ouverture de plusieurs départements pour répondre aux besoins des malades durant le Mawlud. Point de vue, contexte et opportunité. Il faut dire que cet hôpital constitue une réponse stratégique aux défis actuels du secteur de la santé. Parce que vous savez que l'offre de soins est extrêmement importante quand on parle de politique de santé. Et il y a pour cela lieu d'être en conformité avec la carte sanitaire qui obéit aux normes, en certaines normes, par rapport à la croissance des besoins de santé des populations. À la demande du chef de l'État, lors d'un conseil des ministres, cette ouverture progressive a été faite grâce aux efforts fournis par le FONSIS, le ministère de la Santé et celui des infrastructures. Déthié Fall annonce un programme élargi dans toutes les régions du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut, sur l'étendue du territoire national, avoir des infrastructures sanitaires de qualité. Et ça ne se limite pas seulement au niveau de la santé. Ces mêmes programmes, nous les notons au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur. Nous les notons au niveau des routes, vous en avez parlé tout à l'heure, au niveau du programme ferroviaire, partout ailleurs, nous notons cette ambition du chef de l'État de faire en sorte que toutes les infrastructures dont les communautés ont besoin, qu'elles puissent les avoir à leur côté. D'une superficie de 24 000 m², l'hôpital dispose d'une capacité de 300 lits et regroupe 25 services médico-chirurgicaux, ainsi que 5 services médico-techniques. À Thiès, le ministre de la Santé a présidé le lancement des nettoyages de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Ibrahima Sy magnifie l'initiative et appelle à la pérennisation de cet acte. Selon lui, les infrastructures de la santé doivent être en parfait état pour accueillir les malades. Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je vous propose d'écouter. Il est également au micro d'Oulimata Fall et de Samba Fall. Je rappelle l'importance de cette journée que nous lançons présentement par au moins 3 composantes essentielles. Nous tous, nous avons entendu parler de la stratégie de la santé dans toutes les politiques. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas améliorer la santé si on n'intègre pas les autres secteurs ministériels.
peut être l'agriculture, ça peut être l'eau et l'assainissement, ça peut être l'éducation, ça peut être l'enseignement supérieur. Mais il y a également ce qu'on appelle comme composante les soins de santé primaire. Parce que quand on parle de soins de santé primaire, il ne peut pas être accompli s'il y a un volet important qui n'est pas pris en compte, tout ce qui est assainissement ou gestion durable des décès. Et troisièmement, la composante couverture sanitaire universelle, qui a 3 piliers. Un pilier consacré à l'offre de soins de qualité, un pilier sur la gestion des risques liés à la maladie, mais un autre pilier extrêmement important qui est une action sur les déterminants de santé. Et quand on parle de déterminants de santé, il y a l'hygiène, il y a la propreté, donc il y a tout ce qui est en relation avec notre environnement de travail. Donc on a là 3 segments qui sont aujourd'hui réunis et qui nous permettent de rappeler l'importance de cette journée que nous venons de lancer et qui doit être un catalyseur par rapport à notre stratégie d'élaborer le plan national de prévention et de promotion de la santé au niveau du Sénégal. Et nous voulons profiter de cette occasion également pour instituer officiellement la journée de propreté ou la journée de salubrité dans nos structures de santé. Et puis, perturbation vue dans le secteur de la santé. L'Alliance And-Gueusseum annonce un mouvement de grève de 48 heures pour les jeudis et vendredis. Son président Balo Dia Thiam précise qu'il n'y aura pas de service minimum. À cela s'ajoute également la rétention des données sanitaires et sociales. Voici les explications de Balo Dia Thiam, président de l'Alliance And-Gueusseum. Il est joint par Antoine Diouf. L'Alliance And-Gueusseum rappelle à l'opinion nationale et internationale la tenue de la grève du jeudi 13 et du vendredi 14 août 2026. Cette grève-là, nous la faisons sans urgence et sans service minimum. Cela signifie que les travailleurs resteront chez eux. Quand un travailleur reste chez lui, donc, il ne doit ni soins ni services aux populations. C'est à l'État de s'organiser pour assurer les services minimums qui est une obligation pour l'État et non pour le travailleur. Nous avions l'habitude de le faire parce que nous étions en train simplement d'humaniser nos actions de lutte en procédant à l'observance des urgences et du service minimum. Mais on a vu qu'en observant les urgences et les services minimums, l'État coupe nos salaires et de manière indue. Étant donné que si on reste à la maison, on coupe les salaires. Si on vient à travailler, donc c'est comme si on devait mettre fin à la grève dans le secteur de la santé et de l'action sociale, ce que nous refusons. Nous en profitons pour dire à M. Massanda Kane qui nous a attaqué hier par voie de presse que nous exerçons un droit, il le sait très bien, et que nous n'avons aucune obligation d'assurer le service minimum et les urgences quand chacun est chez lui, parce qu'étant en grève. La grève étant une suspension provisoire du contrat de travail pour ne pas dire des obligations professionnelles. La rétention de l'information sanitaire a commencé le 10 et se poursuivra durant 3 mois si l'État ne réagit pas. Et au-delà des 3 mois, nous ne serons plus responsables de quoi que ce soit, ni de la qualité des données, encore moins de leur complétude ou de leur qualité, de leur exactitude. Visite d'une délégation de BP et COPEX à l'Institut national du pétrole et du gaz à Diamniadio. C'est dans le cadre d'un partenariat pour les accréditations et les certifications dans le secteur du gaz et du pétrole. La direction de l'INPG annonce la réception de l'Institut vers la fin du mois d'août et la prochaine ouverture du centre Boasting pour les certifications. Babacar Seck. À 97% de taux de réalisation, l'Institut national du pétrole et du gaz de Diamniadio va être réceptionné dans moins d'1 mois. L'INPG sera doté de tous les outils de formation dans le secteur du pétrole et du gaz. Nous avons recentré nos objectifs à l'INPG et c'est dire que notre objectif est de construire et de finir ce centre de formation. Parce qu'un institut de pétrole et de gaz, sans centre de formation habilité à délivrer toutes les accréditations, n'est pas un institut. Donc, vous avez vu maintenant, on est à 97% de taux de réalisation. Dans 3 semaines, nous allons faire une pré-réception des clés déjà et on compte l'utiliser pour les prochaines formations de techniciens et d'accréditation. Une délégation de BP et de COMPEX sont venus à l'INPG pour les accréditations et les certifications.
pour nous, c'était important de leur montrer le centre, l'état d'avancement, pour leur donner confiance. Parce que un centre pareil, un institut pareil, doit être doté de tous les outils qu'il faut pour délivrer toutes les certifications internationales. Je vous donne seulement un petit exemple. Rien que le BOSIET, qui est un certificat obligatoire, les gens sont obligés d'aller jusqu'au Ghana pour le faire. Et ça nous coûte des millions de francs pour chaque Sénégalais. Et pas mal d'accréditations internationales aussi qu'on doit aller faire à l'étranger parce que nous n'avons pas de centre accrédité ici au Sénégal. Maintenant, ça va être le cas avec ce centre. L'Institut national du pétrole et du gaz est en collaboration avec les maisons d'accréditation internationale et pourra accueillir les pays africains pour leur certification. Soucieux des effets du changement climatique et le rôle que peuvent jouer les médias. L'organisation Citoyens Actifs pour la Justice Climatique a décidé de renforcer les capacités des journalistes sur le traitement médiatique du changement climatique et de la transition énergétique. Les journalistes sont invités à faire la part belle aux questions liées au changement climatique. L'organisation appelle également à une synergie d'action pour renforcer la lutte contre les effets du changement climatique. Djibril Gabissaro, Kadijatja. Casus, citoyen actif pour la justice sociale, a capacité les journalistes sur le traitement médiatique du changement climatique pour alerter sur les effets dévastateurs de ce fléau. Aujourd'hui, nous organisons un atelier de 2 jours. C'est pour outiller les journalistes, pour les renforcer leurs capacités sur les mécanismes de traitement médiatique des informations, les questions liées au changement climatique. Donc, en premier lieu, c'est les journalistes en tant que vecteurs de l'information. Donc, eux qui doivent diffuser l'information pour au moins que tout le monde sache que ce phénomène existe et que tout le monde doit s'y mettre pour au moins lutter contre les effets du changement climatique. Les journalistes appelés à s'intéresser davantage sur les questions liées au changement climatique et de la transition énergétique pour sensibiliser la population sur les effets du changement climatique. S'intéresser sur les questions de changement climatique et environnemental. Nous vivons partout, c'est pas seulement, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde, nous vivons des impacts du changement climatique. Ce sont tous ces phénomènes, ces impacts que nous sommes en train de vivre et aujourd'hui, il est urgent d'agir. Agir comment? Agir, c'est tout le monde qui doit se lever et agir ensemble. Pour minimiser les risques liés au changement climatique, ces acteurs invitent chaque citoyen à jouer sa partition. Parce que la lutte contre les effets du changement climatique n'est pas seulement une affaire d'État, n'est pas seulement une affaire des ONG, n'est pas seulement une affaire des organisations de la société civile. C'est même le citoyen lambda, le citoyen tout pour lui aussi, il doit. Parce que donc c'est à nous aussi, et tout le monde qui doit se lever pour lutter contre les effets du changement climatique. À l'origine des phénomènes naturels qui impactent la vie des populations, les changements climatiques entraînent des conséquences fâcheuses, surtout dans les pays moins avancés. Et c'est pourquoi Casus a voulu prendre les devants et a outillé les journalistes sur le traitement médiatique lié aux questions des changements climatiques. Toutefois, les parties prenantes sont invitées à s'engager dans la lutte contre les effets du changement climatique. Pendant ce temps, le mouvement national des maîtres coraniques du Sénégal affiche son soutien au régime en place. Les membres du mouvement prient pour la réussite du gouvernement et s'engagent à accompagner le président de la République. Ibrahim Diallo est membre du mouvement national des maîtres coraniques du Sénégal. Il est interrogé par Mountaga Kane et Mamoudouba. On est là pour organiser une journée de prière, pour demander au bon Dieu qu'il accorde et au président Diomaye Faye tout ce qu'il veut pour ce pays-là, le Sénégal, le pays de la Teranga, pour qu'on fasse pour lui des prières, pour que Dieu lui accorde la bénédiction pour là où il veut amener le Sénégal, il va au loin de ça. Il n'y a pas de fichir, parce qu'il y a des éléments de MODAP qui sont là, il y a des nouveaux éléments aussi qui sont avec le mouvement des arabisans. Le mouvement, c'est pour appuyer le président Diomaye, pour lui soutenir, pour qu'il aille de l'avant.
On attend de lui pour qu'il aide les arabisans, pour qu'il aide les Serigne Dara, pour qu'il aide les Yayi Dara, et pour que les arabisans se positionnent dans le gouvernement, parce qu'ils ont les diplômes, ils ont les compétences que les Français ont. Pourquoi ne pas les donner des postes de responsabilité? Ça rime ensemble, parce que depuis les résistances, depuis les Serigne Touba et El Hadj Malick et les Albouri et les autres résistants. Le Centre d'essai et de recherche de Guédiawaye a procédé au lancement de la 3e édition des camps de vacances numériques. La mission est de former 1000 élèves et enseignants du département de Guédiawaye dans le domaine du numérique, et les organisateurs veulent également offrir aux participants l'opportunité de découvrir une nouvelle connaissance et renforcer ainsi leurs compétences. Pape Mamoudou Faye, directeur du Centre de recherche et d'essai de Guédiawaye, est interrogé par Cheikh Maguette Mbaye. Alors donc cette année, les participants auront la possibilité de manipuler, de programmer, de tester, mais surtout de réaliser des projets personnels dans le domaine de la robotique. Mais aussi l'idée derrière, c'est non seulement de les occuper durant les grandes vacances, mais de permettre également à tous les collégiens et lycéens de Guédiawaye de pouvoir voir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir durant l'année scolaire, mais surtout de les préparer à s'initier dès maintenant sur tout ce qui est STEM, mais surtout de les préparer à une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Mais derrière également, on ne peut pas parler des élèves sans pour autant parler des enseignants qui sont avec eux quotidiennement. Donc c'est pourquoi pour cette édition, nous avons pris en compte les enseignants, et là nous allons non seulement les initier sur les outils numériques, mais surtout les sensibiliser, mais surtout également les initier sur tout ce qui est intelligence artificielle, pour qu'ils puissent également comprendre, pour qu'ils puissent être au même niveau par rapport aux élèves qui utilisent donc l'intelligence artificielle. Maintenant, cette édition, nous l'avons organisée en partenariat avec la mairie de Wakhinane, donc c'est une première, où donc c'est le maire de la commune qui est le parrain. Mais pour les prochaines éditions, Inch'Allah, nous comptons décentraliser. À Gandiaye, l'absence de spécialistes et l'arrêt prolongé du chantier du centre de santé depuis près de 20 ans complique l'accès aux soins. Pour soulager les populations, une structure a décidé d'organiser une journée de consultation médicale gratuite. Les responsables invitent l'État à construire des structures de santé dans la zone. Sekou Diallo et Astumbaye. À Gandiaye, les salles de classe ont changé de visage. Pendant 48 heures, elles se sont transformées en cabinets médicaux pour accueillir des habitants venus parfois de loin à la recherche d'un spécialiste. Ophtalmologie, cardiologie, pédiatrie, dermatologie ou encore chirurgie dentaire, les consultations s'enchaînent et l'affluence témoigne d'un besoin réel. Au niveau de la consultation ophtalmologique, il y a beaucoup de recherches, vu que c'est une spécialité un peu rare dans la zone. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires qui ont été signalées au niveau de ces consultations. Côté pédiatrie, il y a les parasitoses, les dermatoses et les maladies respiratoires. Au niveau de la chirurgie dentaire aussi, il y a beaucoup de caries dentaires et des extractions ont été faites depuis ce matin. Ici, accéder à un spécialiste reste difficile. À Gandiaye, le symbole de cette situation se trouve à quelques mètres, un centre de santé en construction depuis plus de 20 ans et qui peine toujours à devenir fonctionnel. On a constaté même, comme on l'a dit tout à l'heure, donc depuis bientôt 20 ans, donc de 2007 à maintenant, donc il y a un centre de santé qui est en construction, donc qui peine donc d'être fonctionnel. Il est très difficile pour la population donc d'accéder aux soins. Donc surtout donc les soins les prix spéciaux, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on va tenter donc de rapprocher donc pour la santé donc à la population. C'est la raison pour laquelle on a collaboré avec l'association SIN Univers Santé donc pour déplacer 23 donc médecins répartis donc en 14 spécialités. Pour répondre à cette urgence, les organisateurs ont choisi d'aller vers les populations. 23 médecins répartis dans 14 spécialités ont fait le déplacement. Pendant 2 jours, ils consultent, diagnostiquent et orientent. Mais derrière cette initiative solidaire, une entente demeure, voir enfin le centre de santé de Gandiaye ouvrir ses portes. Parce qu'ici, les habitants ne veulent pas seulement être soignés pendant une campagne. C'est la fin
de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Jules Faye. Il est membre fondateur du parti Kiraï, et également membre des cadres ou Kangami Kiraï. Il est également membre de la task force élection du parti Kiraï, formation politique dirigée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous parlerons bien sûr de l'actualité, avec notamment la déclaration de patrimoine, la liste publiée par l'OFNAC. Nous parlerons des élections locales avec le calendrier des élections locales à l'Assemblée nationale, les projets de propositions de loi proposés par les députés de l'Assemblée nationale, entre autres questions. L'invité de la rédaction, c'est juste après, donc, ou c'est tout de suite, disons. À tout à l'heure.